Bonjour à vous. Moi, jeune Européen engagé sur les chemins de la mémoire. Malheureusement, comme vous le savez, je ne peux pas être avec vous cet après-midi. Mais clairement, j'ai voulu laisser ce message, d'abord en félicitant le CAL Luxembourg pour avoir eu cette initiative, et vous pour faire ce chemin de mémoire. Car être allé à Cracovie et donc à Auschwitz, forcément, vous n'êtes pas revenu indemne de ça. Probablement que beaucoup, ou peut-être toutes et toutes, vous avez pleuré en voyant ce qui s'est passé là-bas. La Shoah, c'est quelque chose de terrible qui fait qu'aujourd'hui, peut-être, on doit toujours vouloir la construction européenne. Elle est imparfaite. Il y a des politiques qui ne plaisent pas, sans doute. Moi aussi, je suis à l'intérieur des institutions européennes en tant que parlementaire. Tout ne me plaît pas dans les décisions qu'on prend, mais l'Europe, retenons, est la meilleure chose qui soit arrivée au XXe siècle dans l'histoire des citoyens européens, puisque depuis plus de 70 ans aujourd'hui, on ne se fait plus la guerre sur notre territoire, il est bon de le rappeler, parce que partout à notre pourtour, que ce soit au Proche, au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord par exemple, eh bien, les citoyens n'ont pas la chance de vivre cette quiétude, le fait de ne plus se faire la guerre. Et je crois que ça c'est quand même fondamental à rappeler. Vous m'avez envoyé 4 questions et je vais essayer d'y répondre. La première, c'était la perception au sein du Parlement européen de la montée des nationalismes. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau politique contre les extrémismes? Et c'est vrai que vous avez raison d'insister là-dessus, parce que chaque élection qui se passe depuis quelques années maintenant apporte son lot, je dirais, de frustration. De voir que des gens qui font croire qu'ils ont des solutions, qu'ils vont régler le problème des gens, et ils obtiennent un certain succès aux élections, alors qu'ils n'ont pas de solution. Il n'y a pas de solution miracle, ou alors c'est trop facile de désigner des boucs émissaires. Les Juifs l'étaient dans la Deuxième Guerre mondiale dans l'État nazi. Aujourd'hui, sont-ce les migrants? Sont-ce effectivement les étrangers? Est-ce que c'est les chômeurs qui sont les boucs émissaires? Ceux que l'on charge de tous les maux parce que la société pourrait aller mieux. Et là, je crois qu'il faut vraiment, au niveau en tout cas politique, essayer de saisir l'opportunité pour enclencher des politiques qui font à nouveau rêver les gens à l'Europe. Donner du boulot. Il y a des défis qui sont là. Hein. La mobilité, c'est pas toujours très génial. Le matin, quand on écoute la radio dans notre pays, il y a des bouchons un peu partout, et de plus en plus. Mais c'est aussi l'énergie qui peut être plus propre, qui peut être source d'emploi, de travail, de relance économique. Et évidemment, il y a aussi toute une série d'autres politiques qui pourraient être mieux menées, plus en regard aux besoins des citoyens. Voilà pourquoi je pense que les nationalismes, c'est un danger. C'est le danger du repli sur soi. C'est le danger de se refaire concurrence comme, je dirais, auparavant, et peut-être de déboucher sur à nouveau des guerres, ce qu'il faut à tout prix éviter, évidemment. Donc je crois que l'important, c'est au niveau des actions, c'est de faire au niveau politique. Il faut repopulariser le politique, l'action publique. Et ça, je crois que c'est un des grands défis que l'on doit remplir aujourd'hui. Alors, quelles sont les mesures spécifiques envisagées dernièrement pour régler le problème des migrations en Europe? C'est votre deuxième question. Malheureusement, il faut mettre en exergue le fait qu'au niveau européen, il y a eu, et il faut distinguer au niveau des institutions européennes. Je pense que la Commission, par la voix de M. Juncker et Mme Mogherini, ont voulu apporter une solution en proposant une répartition équitable du nombre de candidats réfugiés qui, rappelons-le, sont des personnes qui fuient la guerre, qui fuient la violence, où leur pays est devenu invivable. Et malheureusement, les gouvernements n'ont pas voulu de cette solution. Le Parlement européen, lui aussi, avait voté une motion qui allait dans ce sens, le sens de la solidarité. Et malheureusement, les pays d'Europe ont laissé l'Italie en première ligne et la Grèce en n'apportant pas de solution. Et d'ailleurs, on voit ce que ça a procuré en Italie. La montée des populismes encore plus qu'ailleurs. Parce que l'Italie est restée avec ces migrants qui ont souvent accosté quand ils avaient la chance de ne pas être noyés en mer, d'accoster à Lampedusa, en Sicile ou sur les côtes ailleurs en Italie. Et donc aujourd'hui, malheureusement, les pays d'Europe n'ont pas apporté une solution. Que du contraire, ils ont même eu des accords honteux, notamment avec la Turquie, pour essayer de laisser le problème à l'extérieur de l'Union européenne. On paye la Turquie pour garder les candidats réfugiés syriens ou irakiens. Et donc aujourd'hui, clairement, on a raté une occasion de montrer que l'Europe pouvait être solidaire, que les pays d'Europe pouvaient être solidaires. Et malheureusement, c'est un problème qui reste entier.
et que nous n'avons pas résolu. Alors certains pays ont joué mieux leur rôle que d'autres, je pense à l'Allemagne, à la Suède par exemple, mais d'autres pays n'ont pas montré le bon exemple. Et je ne parle pas uniquement de la Hongrie qui a mis des barbelés à ses frontières, c'est aussi la France, parce que Vintimille, entre l'Italie et la France, c'est la France qui n'est pas entrée sur son territoire. Calais, c'était aussi en France. Et donc, franchement, aujourd'hui, là, il y a une grosse déception, alors que, je le répète, une solution était possible, pour autant que les pays jouent un rôle, je dirais, de manière solidaire. Chacun devant jouer son rôle, je dirais, d'un point de vue humain, humanitaire. Votre troisième question, c'est quelles seront éventuellement les sanctions prévues au niveau européen s'il y a un non-respect des États membres des mesures décidées au niveau migratoire? Je peux vous dire que rien n'est prévu pour l'instant. Et malheureusement, un pays qui tourne le dos à des valeurs fondamentales, je pense à la Hongrie et à la Slovaquie, quand le dirigeant slovaque dit qu'il veut bien une trentaine de candidats réfugiés, donc il se moque du monde, et surtout pas des musulmans, il veut des chrétiens. Discriminer les gens sur base de la religion, c'est contraire aux valeurs européennes. Et malheureusement, il y a un article dans le traité de fonctionnement de l'Union européenne, c'est l'article 7 du traité, qui prévoit que l'on peut mettre à l'amende, mettre en observation, voire exclure un pays qui ne répondrait plus aux valeurs européennes. Malheureusement, cet article est inopérant parce qu'il faut l'unanimité des autres pays pour qu'il soit voté. Et vous savez qu'il y a une solidarité entre les pays qui dénote un peu par rapport aux valeurs. Et donc, il n'y a jamais d'unanimité pour entamer une quelconque procédure à l'égard d'un État membre. C'est regrettable parce qu'aujourd'hui, la règle de l'unanimité est évidemment une raison de paralysie et il n'y a pas de changement. Et on peut le regretter évidemment. Il faudrait probablement changer cette règle à l'avenir. Et votre quatrième question et dernière question, c'est les mesures envisagées par le Parlement européen pour motiver les électeurs pour les prochaines élections européennes et empêcher la vague d'euroscepticisme liée à la montée du nationalisme et au repli sur soi. C'est compliqué de vous l'expliquer en quelques minutes. Je pense que chaque parlementaire européen, s'il agit normalement, doit travailler d'abord au cœur du Parlement où je me trouve, dans les commissions dans lesquelles qui sont les siennes, mais aussi aller expliquer ce qu'il fait à l'extérieur. Et quand j'ai l'occasion, parce qu'à chaque invitation que j'ai dans les écoles notamment, je vais expliquer qu'est-ce que c'est l'essentiel de mon travail, les mesures que j'ai pu proposer, que j'ai fait avancer. Là, les gens comprennent que le politique sert quand même à quelque chose. Mais il faut l'expliquer, il faut pouvoir l'expliquer. Et je crois que l'Europe pêche peut-être sans doute par manque de communication, ou en tout cas de vulgarisation de l'information. Ces derniers jours, on a parlé du règlement général sur la protection des données. C'est compliqué, tout le monde a dit c'est compliqué, oh là là, les entreprises ça va changer leur vie, les administrations publiques aussi. Oui, sans doute, mais c'est pour mieux protéger les citoyens. Parce qu'aujourd'hui, à l'ère de Facebook, de Google, il fallait changer les lois qui dataient de 1995 et les adapter pour qu'à votre insu, on ne puisse pas faire un fichier sur vous, qu'on ne puisse pas utiliser vos données de manière abusive, sans votre accord, pour vous envoyer soit des publicités ou d'autres utilisations qui sont plus frauduleuses. Hein, et donc, que je n'ai peut-être pas le temps d'expliquer. Et donc, c'est d'expliquer le concret. Oui, ce n'est pas moi qu'on applaudit. Hein. Il y a beaucoup d'activités ici au Parlement, mais rassurez-vous, ils n'entendent pas ce que je dis. Mais j'espère que vous, oui. Et donc, c'est de montrer qu'aujourd'hui, l'institution, l'Europe, la création de l'Union européenne a été une plus-value dans l'histoire des citoyens. Parce qu'on a des règles environnementales qui sont meilleures que dans tout autre pays industriel. Parce que la protection des consommateurs est meilleure en Europe que dans d'autres régions du monde. Parce qu'aujourd'hui, le Royaume-Uni qui veut quitter l'Union européenne est en train de réfléchir. Ils ont fait une bêtise en votant la sortie. Et ils s'en rendent compte. Et c'est pour ça qu'il y a à mon avis une stratégie britannique de dire on freine maintenant, on ne sait pas comment on va faire parce qu'il n'est pas question de faire revoter les Britanniques une deuxième fois. Ce serait un peu désavouer le vote qui a eu lieu il y a presque 2 ans maintenant. Mais leur produit intérieur brut est en train de chuter. La croissance chute au Royaume-Uni. Des entreprises ferment. Et donc il y a un vrai problème. Et faire comprendre que être dans l'Union européenne, ce n'est pas parfait. Elle pourrait, je viens de vous l'expliquer à propos des migrants, on pourrait avoir des mesures un peu plus courageuses. On ne les a pas pour l'instant, mais dans une série d'autres domaines dont on ne parle pas, il y a eu beaucoup de progrès. Et donc c'est peut-être de mettre en avant un peu plus les mesures positives que l'on prend. Et malheureusement, là, on le doit peut-être à la faute des dirigeants nationaux, qu'ils soient chefs de gouvernement. Pourquoi? Parce que quand il y a une mesure positive qui vient de l'Europe, et je vais en prendre une que vous connaissez.
le tarif d'itinérance téléphonique. Quand on est en zone frontalière, en Gaume ou en Lorraine belge, je fais bien la distinction entre Virton et Arlon, eh bien, le roaming, le tarif d'itinérance, on savait ce que c'était. Eh bien, on l'a supprimé, mais c'est nous au niveau européen qui l'avons supprimé. Et définitivement le 15 décembre dernier. Mais quand vous avez reçu le 14 décembre ou quelques jours avant de votre opérateur téléphonique la notification que, bonne nouvelle chers clients, le tarif d'itinérance va disparaître, ce sera désormais gratuit d'envoyer un SMS, de le recevoir, de recevoir un appel à l'étranger, voire de consulter les données sur la 3G. Il n'y aura plus de tarif d'itinérance. Est-ce qu'ils vous ont dit que c'est l'Europe qui l'a décidé? Moi j'ai travaillé là-dessus, il a fallu 4 ans pour y arriver, par des baisses successives, pour arriver à la suppression. Personne ne vous l'a dit que c'était au niveau européen qu'on l'avait décidé, ou en tout cas très peu de monde. Et donc c'est de mieux valoriser, pour répondre à votre question, les bonnes décisions que l'on prend en disant que c'est bien le niveau européen qui l'a décidé. Et je termine en vous disant que les élections européennes c'est fondamental. Pourquoi? Parce que pensez que dans chaque assemblée nationale, chez nous c'est la Chambre des représentants, voire les parlements régionaux pour toute une série de matières régionalisées. En France c'est l'Assemblée nationale. Eh bien, chaque fois que les députés votent dans ces assemblées, eh bien 70% du temps, donc 7 votes sur 10 qu'ils font, c'est pour souvent se mettre en conformité avec des décisions européennes qu'on aura prises 2 ans plus tôt dans ce Parlement. Et donc là, franchement, ça montre l'importance du pouvoir européen, parce que très souvent, quand on vote dans les parlements nationaux, ben, c'est déjà joué. Ça veut dire que la vraie décision, on l'a prise 2 ans auparavant. Voilà pourquoi l'élection européenne, qui paraît souvent, passe un peu inaperçue, puisqu'en Belgique, on votera à la fois l'année prochaine pour la Chambre, pour les régions, donc pour le fédéral, pour les régions et pour l'Europe. On parlera beaucoup moins de l'Europe, mais croyez-moi, c'est vraiment un niveau de pouvoir fondamental. Merci de m'avoir écouté. Excusez-moi d'avoir à la fois n'avoir pas pu être là avec vous aujourd'hui et d'avoir peut-être été un peu long. Merci encore.